Secure, épisode spécial. Je suis accompagné de Mathilde. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Oui, ça va être encore très intéressant puisque cette fois-ci, on va parler de l'homogénéisation des lois en PRP. Et dans le fond, comment on peut arriver à réduire nos efforts de conformité pour se conformer aux différentes législations qui peuvent s'appliquer à nous, surtout si on veut faire du commerce ailleurs au Canada ou en Europe, entre autres. Je vais te laisser un peu amorcer le sujet. Oui, je pense que c'est un sujet intéressant, je pense surtout dans la phase où là, la loi 25 commence à être en application. Hein. On est en train de se poser toutes les questions de comment mettre en application la conformité par rapport à cette loi 25. Mais on pense rarement à qu'est-ce qu'on peut faire aussi vis-à-vis des autres lois auxquelles on pourrait être soumise. Tu as mentionné donc le Canada, on a par exemple la LPRPDE ou PIPEDA en anglais. Qui est la loi fédérale dans le secteur privé. On a aussi l'Europe qui a le RGPD, qui est aussi une loi intéressante, mais comment une organisation peut s'aligner avec toutes ces lois, toutes ces exigences quand il peut y avoir des différences, mais parfois il n'y en a pas. Donc en tout cas, c'est tout ce sujet qui, je pense, est intéressant pour les personnes qui vont écouter ce podcast, de comprendre un peu comment ça peut fonctionner, sachant que nous, chez Hitachi, alors là, j'explique aussi mon point de vue et comment je ressens les choses, hein, mais c'est aussi des questions qu'on s'est posées avec Hitachi, où on a même les lois du Japon qui peuvent s'appliquer, donc comment on peut gérer tout ça pour faciliter aussi le travail. Oui, ben ça, justement, l'objectif, c'est de réduire nos efforts parce que ces lois-là ont quand même un tronc commun assez important, surtout quand on regarde la RGPD et la loi 25 au Québec qui s'inspire, puis même la C27 au fédéral qui s'en vient, sont clairement d'inspiration. À la base de la RGPD, comme initier le terrain, fait qu'au moins, on a un tronc commun assez facile à mettre en œuvre. Là. Il y a eu un gros mouvement au niveau international après l'entrée en vigueur, enfin quand le texte de loi a été adopté au niveau européen, qui a été très compliqué. Déjà, ça a mis 4 ans à être discuté, un texte comme celui-là en Europe. Il a fallu que tous les États s'alignent. Il y a eu les lobbying aussi qui se sont intégrés dans la discussion, donc ça a mis beaucoup de temps. Puis finalement, quand on a eu un texte qui a été adopté, ça a eu des impacts au niveau international par rapport à notamment aux transferts internationaux de données. Et les pays ont, pour certains, eu besoin de s'aligner ou ont eu la volonté de s'aligner pour pouvoir continuer à faire des affaires facilement avec l'Europe. Et dans cet alignement, en fait, on se rend compte qu'il y a en effet un tronc commun qui existe quand même depuis plus longtemps que le RGPD, parce que on avait des principes qui avaient été discutés au niveau de l'OCDE. Je sais plus exactement en quelle année, mais ça fait déjà un bon bout de temps en fait que ça avait été décidé, où les États s'étaient alignés sur un certain nombre de principes qui pourraient s'appliquer en protection des renseignements personnels. En l'occurrence, ils avaient décidé de 8 principes. Donc, par exemple, on a le principe de la responsabilité, le principe de la limitation des finalités, de la transparence, de la sécurité. Donc, on a plusieurs principes qui ont été adoptés comme ça. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé avec le RGPD, en fait, on se rend compte que ces principes, on les retrouve sous une forme un peu différente, parce qu'on parle que de 5-6 principes en fonction de à qui on parle. Mais il y a environ, selon moi, 6 principes qui sont retenus dans RGPD, qui est en fait une combinaison. On retrouve exactement les mêmes que le CDE. Et puis, quand on regarde, par exemple, la loi au niveau Canada, on a la 10 principes parce qu'on a décidé de séparer certains principes de l'OCDE pour en faire 2 plutôt qu'un. Donc, enfin, c'est assez intéressant de voir comment les pays se sont adaptés à tout ça. Mais au final, c'est très rassurant
quand on va mettre en application tous ces principes, parce que on se rend compte que finalement les pays, d'un pays à l'autre, on a beaucoup de similarités. Non, c'est ça, essentiellement, on se base sur les 8 principes de l'OCDE qui sont finalement la base de la réflexion qui a amené justement l'élaboration des différentes lois. Là, tu parlais de 6 principes au RGPD, 10 au Canada. On est vraiment très drôle parce qu'on a voulu faire différent, mais c'est juste un découpage différent des 8 principes de base, si on veut, qui ont été parlés à l'OCDE. Exactement. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, par exemple, chez Hitachi, c'est que on a décidé de plutôt partir sur les 8 principes de l'OCDE et de regarder comment ça se passait par rapport à chaque législation. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et en fait, nous, on parle des principes fondamentaux de la protection des données. Donc, même quand on travaille avec nos clients, je parle pas seulement de notre cas à l'interne, mais même quand on travaille avec un client, ce qu'on aime proposer, c'est de regarder aussi les pratiques vis-à-vis des principes internationaux et fondamentaux en matière de protection des renseignements personnels, parce que c'est la base qui va permettre une homogénéisation dans la mise en conformité. Donc, à partir du moment, je dirais, où on arrive à s'aligner sur ces principes, on a fait 80% de notre job. Très intéressant. Est-ce que tu peux justement relater à quoi ressemblent ces principes fondamentaux que vous utilisez chez Hitachi? Parce que c'est quand même une source d'inspiration très intéressante. Je pense que ça mérite vraiment d'être partagé. En fait, on a donc les 8 principes qu'on retient, et on a un principe qui est au cœur de notre conformité, c'est le principe de la responsabilité, qui fait que l'organisation est responsable de démontrer sa conformité et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour s'aligner à la conformité et d'être capable de le prouver. À partir du moment où on a compris déjà ce principe, tous les autres, ils vont graviter autour et on va s'aligner sur ce besoin de prouver la conformité. Donc après, on va avoir des principes qui se regroupent, que j'aime bien mettre ensemble. Il y a le principe de justification. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai plus le terme exact, mais c'est par exemple le principe de consentement qu'on retrouve au Canada, ou le principe de base légale. C'est la justification de pourquoi on va traiter les renseignements personnels. Là, ça devient un petit peu technique, mais j'essaye de faire un plus simple. Et puis, après, on va avoir le principe de minimiser la collecte des données, de minimiser, de déterminer des finalités vis-à-vis de la collecte de ces renseignements personnels. Ça, c'est quelque chose qui va ensemble. Puis ensuite, on a aussi le principe de conservation limitée des données. Ça va tout ensemble. C'est les règles qu'on va appliquer quand on va effectuer une activité sur des renseignements personnels. Par exemple, en termes toutes les entreprises font du recrutement. Et quand on va faire du recrutement, on va déterminer pourquoi on va faire du recrutement. C'est assez simple, on a besoin d'avoir des ressources dans l'entreprise. Donc là, on a déterminé la finalité. Pourquoi on le fait et comment on le fait, on en a un besoin, c'est un intérêt légitime pour l'entreprise, et on va aussi collecter les renseignements personnels avec le consentement de la personne qui va appliquer à l'entreprise. Donc là, on répond à un autre principe qui est le principe de base légale de consentement. Puis ensuite, dans la collecte des données, on va collecter le CV, on va collecter les informations relatives à l'éducation, l'expérience précédente. On va avoir aussi des références par rapport aux anciens employeurs, etc. C'est des renseignements qu'on a besoin pour faire le processus de recrutement. Et là, on répond au principe de minimisation des données. Dans le cas du recrutement, on ne va pas aller chercher d'autres renseignements qu'on aurait besoin si la personne devient employeur. On ne va pas aller chercher des renseignements sur la famille. On va se contenter du profil de la personne. Et puis ensuite, ces données, on va s'assurer qu'elles soient exactes. C'est le principe justement de l'exactitude. Donc un autre principe qu'on retrouve dans les principes fondamentaux.
Donc, on s'assure que les renseignements sont exacts. Par exemple, avec le principe de référencement, hein, on va aller vérifier auprès d'un ancien employeur que la personne a effectivement travaillé dans l'entreprise. On va demander des copies du diplôme, par exemple. Et ensuite, on va s'assurer que les données, on les conserve pour une durée limitée parce qu'on garde jamais les données indéfiniment. Il faut toujours avoir une limite dans la conservation des données. Et en recrutement, par exemple, on a le cas du candidat qui est employé. Donc là, on va garder dans le dossier du personnel jusqu'à la fin de son emploi, par exemple. Et pour un candidat qui n'est pas retenu, on peut se dire, on va garder les informations pour une durée d'1 an, parce qu'au bout d'1 an, on peut bien imaginer que la personne qui n'a pas été retenue a trouvé peut-être un autre emploi ou a fait une autre activité. Et donc, ces données sont plus à jour, donc on n'a pas de justification à conserver plus longtemps. Donc ça, c'est un exemple par rapport à un petit groupe de principes qui vont bien ensemble. Et qu'en fait, on peut s'assurer du respect de ces principes avec le registre des activités de traitement, la cartographie des renseignements personnels. Ça peut aider justement à répondre à cette obligation de respecter ces principes et de respecter le principe de responsabilité. Puis à côté de ça, on a d'autres principes. On a le principe lié à la transparence. Donc on doit être transparent auprès des personnes concernées vis-à-vis de la manière dont on collecte, on traite les renseignements personnels dans l'entreprise. On va voir aussi le principe de sécurité, où on doit mettre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour s'assurer que les renseignements personnels sont respectés. Et puis un dernier principe, ça va être le principe lié au respect des droits des personnes. On pense beaucoup au droit d'accès, où la personne a le droit d'accéder à ses renseignements personnels sur demande. Mais il y a d'autres principes comme d'autres droits plutôt, qui sont les droits à la modification, à la correction des renseignements personnels, le droit à la portabilité, le fameux nouveau droit qui est arrivé avec la loi 25, qui va être en application d'ici 2 ans. Donc on a un peu le temps pour le gérer, celui-là. Et puis d'autres droits comme le droit à l'effacement, etc. Donc voici un peu une image. J'ai essayé de faire le plus simple possible, mais c'est un peu l'image des principes qui vont s'appliquer et que nous, on applique dans l'organisation vis-à-vis de la protection des renseignements personnels. C'est super intéressant, puis justement, c'est une approche qui est, je crois, plus intéressante que se baser vraiment sur la loi elle-même. Cependant, les lois étant ce qu'elles sont, ils ont des nuances qui, justement, sortent du tronc commun. Comment vous gérez justement ces nuances-là qui viennent justement complexifier les choses, puisque même les lois canadiennes et québécoises ont des nuances qui vont amener à des réflexions différentes et à des conformités différentes. Oui, c'est sûr que se baser sur les principes, c'est pas suffisant. Et c'est là où je dirais que se baser sur les principes, ça permet de répondre à 75-80% du travail a été fait ou a été réfléchi, etc. Après, il y a plusieurs écoles par rapport à qu'est-ce qu'on fait quand on a des divergences vis-à-vis des lois. Il y en a qui vont se baser sur la loi la plus stricte. Et puis, on va appliquer le plus strict, comme ça on est tranquille pour tout le reste. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, en matière marketing, dans le domaine du marketing, c'est un peu compliqué d'aller sur le plus strict, parce que le plus strict, c'est qu'on ne collecte pas les renseignements personnels, sauf avec le consentement de la personne. Autant dire que quand on est un petit peu vigilant par rapport à nos renseignements personnels, en général, quand il y a la collecte des cookies sur un site internet, on va dire refuser au lieu d'accepter, ce genre de choses. Ou en tout cas, on va pas accepter d'avoir des communications marketing quand on a un formulaire à remplir et qu'on nous demande si on accepte d'être contacter sur notre cellulaire ou sur notre adresse courriel pour avoir des informations marketing. Donc c'est pas forcément le plus pratique parce qu'il y a des législations qui acceptent que y ait un principe de opt-out
où en fait, par principe, on a le consentement, mais que s'il y a une action de la personne, on considère qu'on ne peut pas collecter les renseignements personnels. Là encore, ça devient un petit peu technique, mais il y a des lois qui sont plus sympas sur le plan marketing. Et pour une organisation qui a des enjeux et des activités internationales, je pense pas qu'elle voudrait, par principe, aller sur le plus strict, mais qu'elle voudrait plutôt aller sur quelque chose d'un peu plus facile à utiliser pour la collecte des renseignements personnels. Donc là, il y a tout un enjeu qu'il faut prendre en considération par rapport aux activités, par rapport au secteur. Et donc, à mon avis, il faut qu'on ait une base commune, mais qu'après, en fonction des pays et des législations, on aille regarder les petites différences qui peuvent impacter notre business pour pouvoir adopter les mesures les plus appropriées. Par exemple, pour le marketing, mais il y a d'autres enjeux. Le marketing, c'est le plus simple comme exemple et c'est le plus révélateur. C'est le plus parlant parce que Voilà. c'est ceux qui veulent collecter le plus d'informations le plus longtemps possible parce que les autres ont une mission exact. Qui est pas avec une mission de promouvoir la business. Cependant, c'est pas aligné avec comment la business elle-même s'opère. Fait que c'est comme un secteur qui est plus propice. Puis on a d'ailleurs ce qui menait à la réforme de la loi québécoise et justement un incident qui a été fait par un département de marketing qui a ouvert cette boîte-là, qui a forcé cette réflexion-là qu'on a eu. Puis bon, malheureusement pour l'entreprise, son secteur marketing est exagéré et ça a mené à la situation qu'on connaît maintenant. Mais en même temps, ça n'a aucun lien avec le cœur de métier de cette entreprise-là, puisque ça n'a pas de lien, c'est juste connexe. C'est un peu intéressant. Fait que l'exemple est très pertinent et justement de faire très attention. Et il y a des nuances très importantes aussi parce que, entre autres, la RGPD a des effets extraterritoriaux. Les autres lois n'en ont pas, par exemple. Fait que c'est des nuances qui sont très intéressantes. Oui, c'est vrai que le RGPD, son impact qui a été très important, c'est que toutes les organisations, même internationales, qui auraient de la business avec l'Europe, l'Union européenne pour être exact, vont devoir s'aligner avec le RGPD. Donc forcément, l'impact est beaucoup plus grand que d'autres lois qui n'ont pas du tout cet impact, même si on commence à voir un peu des similarités avec cette extraterritorialité de la loi. Pour moi, il y a un petit peu cet aspect-là avec la loi au Québec, puisque dès qu'on va traiter des renseignements personnels de Québécois, même si on n'est pas une entreprise localisée au Québec, on va devoir s'aligner sur ces principes. Donc, c'est intéressant de prendre ça en considération et de comprendre l'impact que ces lois peuvent avoir sur nos activités. Effectivement, c'est très, très important. Il y a aussi des éléments d'équivalence, puis ça, est-ce que entre autres dans la loi québécoise, l'article 70.1 mentionne justement qu'il faut une équivalence des législatives. Fait que ces tableaux de conformité que vous mettez en place, j'imagine, doivent aider à pouvoir faire le lien rapidement sans faire l'étude approfondie qu'il y a une similarité. C'est l'idée, et puis c'est tout ce qui a trait aux transferts internationaux de données, qui est vraiment quelque chose qui, pour une entreprise qui travaille dans plusieurs régions du monde, va devoir s'aligner justement avec tous ces enjeux de transferts internationaux de données, où d'une loi à l'autre, on va avoir des systèmes d'équivalence où on a des mesures de sécurité équivalentes, par exemple. En tout cas, il faut pouvoir le prouver. Avec l'Europe, ce qui est bien, c'est qu'on a un système d'adéquation où en fait, c'est l'Europe qui dit que telle ou telle loi est équivalente à la réglementation européenne. Donc là, c'est facile quand on a ces cas de figure parce que on peut dire on a une législation adéquate, donc on peut faire les transferts. Pour le Québec, c'est un peu plus compliqué parce que c'est à nous de faire l'évaluation et de prouver qu'on a les mesures qui sont adéquates. Donc, c'est tout le plaisir qu'on va avoir aussi de faire des EFVP, des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, qui vont être conséquentes parce que à chaque fois qu'on a un transfert
en dehors de la province du Québec, on va devoir vérifier et faire une petite évaluation pour s'assurer que tout est correct pour pouvoir aller travailler avec une compagnie en Ontario, par exemple. Donc, ouais, ça va avoir des effets très, très proches de nous, parce que c'est ça, juste extraterritorial dans le sens du Québec, c'est vraiment les autres provinces ou les autres éléments. C'est aussi la particularité du volet canadien et américain aussi à certains égards, où les lois sont par province ou par État et non pour le pays lui-même. Donc, on a tous ces éléments-là qui viennent rajouter beaucoup de plaisir à ces éléments-là. Puis là, on n'aborde pas le volet américain parce que lui-même est une bête en soi, justement parce que l'amalgame des lois est tellement diversifié entre les États. Et il n'y a pas encore, même s'il y a un projet de loi en cours d'étude, de loi américaine qui vient comme au Canada, comme la C-27, qui s'en vient, ou la PPD qui est actuellement, vient au moins assurer un niveau minimal pour tout le monde. Fait que ça, ils n'ont pas encore oui, il y a des discussions, il y a des projets de loi qui sont en discussion dans certains États. Pour l'instant, je dirais qu'on est encore dans l'expectative, on regarde ce qui se passe et puis on espère qu'il y aura des solutions pour faciliter, je pense notamment entre l'Europe et les États-Unis. Mais c'est sûr que l'adoption d'une loi fédérale pourrait être bénéfique pour pouvoir gérer les transferts avec les États-Unis. Oui, surtout depuis que les Privacy Shields ne sont plus autorisés. Là. C'est les lois qui permettaient ces transferts-là entre l'Europe et les États-Unis. Mais ça, c'est un univers à part, parce que nous, le Canada n'est pas affecté directement par ce genre de choses-là. Non. Et bien heureusement, l'Union européenne a reconnu l'équivalence de la loi canadienne, ce qui nous donne une certaine facilité de commerce. C'est ça. Mais après, il faut quand même rester un peu vigilant sur justement Privacy Shield et cette annulation et regarder les transferts, parce que nous, au Canada, on a tendance à avoir beaucoup d'activités avec les États-Unis parce qu'on a un système facilité entre les États-Unis et le Canada. Par contre, si l'entreprise au Canada fait aussi affaire avec l'Europe, qu'elle doit respecter RGPD, ça veut dire qu'elle doit respecter aussi les transferts qu'il y a avec les États-Unis. Il suffit qu'il y ait une base de données aux États-Unis, et là, on a un peu l'obligation de considérer ces enjeux-là et potentiellement mettre en place des clauses contractuelles type qui ont été adoptées par l'Europe, ou même réfléchir à mettre en place des binding corporate rules, qui sont des règles d'entreprise qui sont très longues à adopter pour une entreprise. Donc, faut considérer quand même ces impacts parce que ça peut un peu nous tomber dessus juste parce que on a cette facilité de faire affaire avec les États-Unis. Donc, faut pas l'ignorer complètement. Après, nous, on a affaire à ces questions-là, et puis on travaille aussi avec le Japon pour s'assurer qu'on essaie d'avoir des règles communes dans les entités du groupe. Mais en tout cas, c'est toute une question et tout un challenge vraiment à part. Oui, c'est très intéressant le fait que tu soulèves le point du fait qu'au Canada, on a moins de préoccupations face aux Américains, disons ça comme ça. Et effectivement, on oublie que souvent, beaucoup de nos services reposent sur des opérateurs américains ou qui sont en sol américain. Donc, ça vient moduler différemment les choses. Puis c'est vrai, je l'avais pas aperçu comme ça, mais oui, effectivement. Puis le volet de souveraineté numérique est beaucoup moins présent au Canada qu'il peut l'être en Europe en général ou en France en particulier. En tout cas, du moins dans l'espace francophone européen, c'est un élément qui est très, très fort. Donc, justement, de considérer qu'on peut juste être une plateforme de transfert, que si nos bases de données se trouvent aux États-Unis, ce qui est souvent le cas dans l'usage de services infonuagiques, entre autres, on pourrait justement consommer les services qui sont basés là, qu'on peut pas, on va faire attention, là. Surtout qu'il y a une petite nuance avec la réglementation européenne quand on se penche sur la question de qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. Un traitement, c'est le simple fait d'avoir accès aux renseignements personnels, de pouvoir les visualiser, c'est un traitement de renseignements personnels. Et donc, même si la base de données est au Canada,
par exemple, et qu'on traite avec l'Europe, et que cette base de données concerne des résidents de l'Union européenne. Là, on a un système d'équivalence. Pour l'instant, tout va bien. Et qu'en fait, cette base de données appartient à une entreprise aux États-Unis qui va faire du support sur les bases de données, par exemple, et qui pourrait visualiser les renseignements personnels. Là, on a un traitement de renseignements personnels, un traitement de données personnelles qui pourrait impacter justement cet enjeu de transfert. Donc c'est toute une question qui est très compliquée à gérer, je pense pour toutes les entreprises, très compliquée à gérer. J'ai tendance à un peu m'arracher les cheveux sur ces questions, je vais être complètement honnête. C'est pas de tout repos, mais c'est ce qui fait la beauté de notre travail. Oui, bon, c'est ça, on aime les défis. Là. C'est ça qui fait nos journées, qui rend nos journées intéressantes. Là. Mais effectivement, puis je l'avais pas perçu comme celle-là, parce que moi, je suis pris dans mes petits défis québécois-canadiens. Donc, puis d'ailleurs, l'élément de souveraineté est en train d'apparaître dans les conversations. Fait que j'ai déjà ce défi-là. Mais on n'a pas le même défi de tripartite, dans le fond, dans lequel on se retrouve dans le milieu entre deux grandes puissances. Oui. Au niveau de ces éléments-là. Je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui ont cet éveil à ce genre de préoccupations, de faire attention, puis ça pourrait venir les mordre en cours de chemin, de pas faire attention à ces éléments-là. Puis de ce que je vois en général, les gens se préoccupent peu du volet américain ou se regardent peu où sont situées les données infonuagiques. Donc, conséquemment, s'exposent à un problème. D'où le tableau très intéressant, l'homogénéisation de ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ça qu'on aimerait aborder, là, parce qu'on a quand même été un peu éparpillés, mais je ne suis pas sûr qu'on ait tout couvert. Je dirais que quand on parle aussi d'homogénéisation, on peut aussi s'inspirer des cadres qui ont été adoptés au niveau international. On ne l'a pas forcément mentionné, mais on a par exemple ISO 27701, qui a été adopté il y a quelques années, qui est une norme internationale qui a réuni un certain nombre d'experts pour déterminer un certain cadre qui va s'appliquer à la protection des renseignements personnels, aux données personnelles, en extension de ISO 27001, qui se concentre sur les systèmes d'information. Et je mentionne ce cadre-là parce que c'est celui sur lequel on s'inspire, sachant que on a cherché à avoir une certification ISO 27001. Pour les entreprises qui s'intéressent à cette norme, ça peut être aussi un bon élément qui permet, là encore, d'homogénéiser, parce que c'est un cadre qui a été reconnu comme intéressant pour aider à la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation européenne, mais aussi les normes comme celles qui existent au Brésil, LGPD. Donc, c'est là encore un cadre qui peut être intéressant dans le but d'homogénéiser sa conformité. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils qui peut nous aider dans notre activité quotidienne en tant que professionnel de la protection des renseignements personnels. Et il faut pas les négliger parce que c'est aussi des contrôles sur lesquels on peut s'inspirer, mais qu'après on peut adapter à notre sauce. Je dis pas forcément de prendre cette norme complètement. Peut-être qu'on peut avoir déjà une première liste de contrôles sur laquelle s'inspirer, puis ajouter nos petites particularités liées à nos activités et liées au secteur dans lequel on est, aux législations qui s'appliquent à nous. Donc, c'est peut-être ce petit point que je mentionnerais, s'inspirer de ces cadres-là. J'ai dit ISO, mais il y a NIST aussi qui a des discussions autour de ce cadre qui est plutôt américain. Alors que ISO est un peu plus international, on s'en inspire beaucoup aussi en Europe. Mais NIST, c'est peut-être plus nord-américain comme norme, qui pourrait peut-être plus intéresser les personnes au Canada. Mais c'est ça. Super intéressant, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir éveillé les consciences avec cet élément-là. Justement, la voie de la facilité, dans laquelle on peut justement simplifier les travaux, parce que des fois, ça nous paraît immense. Et en même temps, cette petite, parce que pour moi, une petite découverte, j'ai oublié qu'on est, dans le fond, peut-être
un point entre deux législations différentes et importantes au niveau des renseignements, donc de tenir ensemble. Merci énormément pour ton temps et ta générosité. Avec plaisir. Ça me fait plaisir. J'aime partager ça parce que c'est quelque chose auquel on pense très peu. Et moi, c'est quelque chose qui m'a inspirée dès le début quand j'ai commencé dans la protection des renseignements personnels. À l'époque, je faisais encore mes études, j'étais en contrat en alternance avec une entreprise et mon but c'était de venir travailler au Canada. Et je me disais comment avec mon expérience européenne, je vais pouvoir aider les entreprises au Canada. Et donc c'était tout cet aspect-là que j'avais étudié, j'avais contacté des professionnels dans le domaine pour essayer de comprendre les mécanismes qu'il y avait derrière tout ça. Avec le recul, je me rends compte que c'est encore beaucoup plus difficile que ce que j'aurais imaginé. Mais avec l'expérience maintenant que j'ai et puis tout ce que j'ai pu acquérir en arrivant au Canada, je pense que c'est important de pouvoir partager ça aussi avec le monde parce que la protection des renseignements personnels, ça peut être un sujet assez effrayant, nouveau, que les gens comprennent très peu. On a besoin d'être éduqué par rapport à tous ces impacts. Et si je peux aider avec les réflexions que j'ai pu avoir moi-même, ça me fait plaisir. Ouais, mais je pense que ça atteint l'objectif. Génial. Merci. Avec plaisir.